Une fois n'est pas coutume, avec le CHS, Centre d'histoire sociale du XXe siècle, nous allons pousser un coup de gueule, mais un coup de gueule raisonné, avec Denis Péchanski, qui est historien, directeur de recherche au CNRS, qui dirige le comité scientifique du mémorial de Caen, et qui avait soutenu une thèse sur les camps d'internement français, ou les camps français d'internement plus exactement, retenez les dates, 1938-1946. Et aujourd'hui, face à ce qu'on appelle d'un mot apparu dans sa forme substantivée dans la deuxième partie du XXe siècle, donc bien après la guerre, ce qu'on appelle les migrants, vous êtes indignés par, non pas l'accueil, mais les portes qui se ferment en Europe, dans à peu près tous les pays. Et j'aimerais que vous nous fassiez part, d'emblée, Denis Péchanski, de cette indignation que vous avez. Oui, j'ai réagi parce que c'est à vomir. C'est à vomir, quoi. On trouve tous les arguments pour ne pas accueillir des gens qui sont en train de mourir. Bon. Donc on va nous dire que ce sont des privilégiés. On va même nous dire que le père de l'enfant qu'on a trouvé sur cette plage s'est sauvé lui-même, mais surtout n'a pas donné de gilet de sauvetage ni au gosse ni à sa femme. Vous vous rendez compte, il a perdu sa femme, de gosse, c'est secondaire. C'est lui le responsable. On va nous dire que la situation économique en France ou ailleurs fait qu'on ne peut pas accueillir ces gens, etc. On va les laisser crever. C'est ça qui est totalement inacceptable pour moi. Alors en plus, je suis un petit peu spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et des années 30, donc on pourra revenir sur la question du parallèle, mais il est évident que la question de la fermeture des démocraties est une question cruciale, et la fermeture des sociétés en état démocratique qui se replient sur elles, qui se ferment. On est dans le discours de l'exclusion, et on va prendre tous les prétextes pour ne pas sauver des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes maintenant, qui sont sous le coup de la guerre, de la mort. Là non, je ne pouvais pas laisser passer, surtout quand on entend les arguments au fur et à mesure se dérouler dans le champ politique ou, plus encore, évidemment, dans les réseaux sociaux. Mais enfin, en même temps, j'ai écrit mon premier post sur Facebook avant la réaction assez spectaculaire de l'Allemagne, relayée par la France assez rapidement. Donc voilà, je suis d'un pessimisme noir et d'un optimisme relatif. Voilà, on va essayer de trouver des solutions. Je pense que tout passera par la mobilisation des États et des sociétés. Espérons qu'en France, on réagisse autrement que ce que j'entends de certaines voix. Mais parlons, vous avez dit, ces gens-là, des milliers et des centaines de milliers de personnes, commençons par nommer. J'ai dit que migrant est un mot qui traîne, mais qui date de 1951, dit le Trésor de la langue française. On a aussi réfugiés. Vous parlez de déplacés ? Alors, ça dépend. En terminologie, si on reprend le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, on a des déplacés quand ils restent à l'intérieur de leurs frontières, mais se retrouvent dans l'impossibilité de rester là où ils habitent, en raison de la guerre, et puis de réfugiés quand ils passent la frontière et se retrouvent donc dans d'autres pays, en général dans des centres d'accueil, dans des camps. Donc voilà, la terminologie, mais voilà, je peux vous dire, à la limite, peu m'importe. Mon problème, c'est de voir le phénomène massif. On se retrouve avec... je vais vous dire une anecdote. Là, nous sommes en mi-septembre, fin juin, début juillet dernier. J'enregistrais un dialogue avec le représentant en France du HCR. Bon. Et ce dialogue, c'était un petit film qu'on faisait dans la perspective du mémorial du camp de Rivesaltes que nous allons ouvrir à la mi-octobre. Le HCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, qui a été créé en 1951. Bon. Et il me dit, dans le dialogue, qui avait pour but de faire le point en fin de parcours, sur qu'en est-il au XXIe siècle?
que se passe-t-il? Il me dit, écoutez, il y a 60 millions de réfugiés, 60 millions. Réfugiés déplacés dans le monde en raison des guerres, et en particulier la guerre qui se fait actuellement en Syrie. Bon. On a l'équivalent du 5e de la population libanaise qui se trouve enfermée donc dans des camps au Liban. On a l'équivalent en Jordanie, on a 2 millions de réfugiés en Turquie. Et l'Europe est en train de discuter pour savoir s'ils vont accueillir 100 000 ou 150 000 ou 200 000 personnes, alors que c'est une Europe de 500 millions d'habitants. Il dit, bon, on n'a pas besoin de camps, de centres, les États fonctionnent bien, on a le HCR comme structure relais, on a des associations, faisons un effort. Et ça, c'était voilà, fin juin, début juillet. Vous voyez un peu comme ça fait écho, parce que notre mémorial du camp de Rivesaltes, c'est pour raconter une histoire longue qui commence dans la Deuxième Guerre mondiale et qui va continuer dans le deuxième grand traumatisme du deuxième XXe siècle, qui est la guerre d'Algérie avec les harkis. Et tout ça dans une unité de lieu qui est le camp de Rivesaltes. Donc, bien sûr, ça doit nous interroger, cette continuité-là, sur la réaction des États et des sociétés. 60 millions de réfugiés, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a culminé à... Alors, juste à la fin, ça a culminé à 40. Voilà. Donc on est en situation tout à fait particulière. Et là se pose la question de la comparaison, des parallèles. Certains font la fine bouche, l'air pincé évoque immédiatement le point Godwin, etc. etc. Mais ce que je comprends. Parce que moi, ça m'énerve aussi. Mais vous ne comparez pas des systèmes politiques, non. Vous comparez des situations. Et je ne compare même pas les victimes. Je ne dis pas les Syriens sont les Juifs d'hier. C'est pas ça. C'est les mécanismes, les réactions collectives. C'est ça qui m'intéresse. Quand dans les années 30, on vit ce que mon ami Laborie appelle la crise d'identité nationale, un repli sur soi, un rejet de l'autre, une atomisation de la société française comme dans d'autres pays, avec un mélange d'anticommunisme, de xénophobie absolue, d'antisémitisme et de pacifisme, tout ça donnant un système de représentation qui se traduit par le rejet, et que dans les États, on a des relais de ce type de clôture, que quand les États-Unis ferment leurs portes à un moment donné à l'accueil des Juifs, alors que les Juifs sont menacés de mort. Le paquebot Spirit of Saint-Louis qui erre. Et qui revient. Là, je pense qu'il faut quand même regarder la réalité en face. On n'est pas face à un petit conflit et à la gestion de 5 000, 10 000, 15 000 réfugiés. C'est des millions de personnes qui sont en train de mourir, qui font tout pour fuir la mort de masse, fuir le viol des esprits, comme le viol physique réel. Enfin, je veux dire, la responsabilité humanitaire, elle est collective. Mais, Denis Péchanski, qu'est-ce qui s'enclenche sans qu'on soit forcément conscient de cela lorsque les portes se ferment en Europe? Quelle est la violence qui vient et quelle est la logique de mort collective vers quoi ces refus d'accueillir peuvent aboutir? Simplement le reflux. On les renvoie là d'où ils viennent, on ferme nos portes. D'abord, ils essayent de passer et ils meurent dans la Méditerranée, faut pas l'oublier, ou bien dans des camions frigorifiques, parce qu'avant le choc de l'image du petit Elan, il y avait le choc de l'information sur ces 71 migrants ou réfugiés qui essayaient de passer en Europe et qui se trouvant en Europe sont morts dans un camion frigorifique. On dépasse là l'imaginable, d'autant plus qu'on sait ce qui se passe là-bas. On sait ce qui se passe en Syrie, entre l'État islamique d'un côté et Bachar el-Assad de l'autre. Les populations civiles au milieu sont des victimes, mais d'une situation qui n'a guère d'équivalent. Quand on voit actuellement les mises en scène de morts, de meurtres par l'État islamique,
vous savez, on est dans l'équivalent des Einsatzgruppen sur les marches de l'Est en 41, 42, 43. Hein. Mais là-bas, on sait ce qui se passe. Ici, si j'ose dire, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce qu'il y a une logique mur, barbelé, camp d'internement, camp de concentration? Les camps de concentration datent de la guerre des bourgs, disent les historiens, inventés par les Anglais. Voyez-vous une telle logique à l'œuvre? Écoutez, moi ce que je vois, c'est une opinion qui est en train de bouger, alors que la France était enquistée dans une régression politique dramatique. Voilà. Je trouve que ce qui est en train de se passer est intéressant. J'espère que le mouvement de solidarité va faire tomber un certain nombre de digues. J'espère que toutes les précautions de langage que des gens qui étaient sur des positions d'accueil pouvaient avancer, parce que constatant que le contexte idéologique était défavorable, donc on comprend. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, la situation sociale fait qu'on ne peut pas non plus tout faire. Attention, nous sommes des bourgeois libéraux, nantis, bon, il faudrait penser quand même à ceux qui n'ont rien ou qui ont peu. Est-ce qu'on doit leur imposer ça? Il y avait tout ce discours-là, continue à être tenu pour partie, mais enfin assez marginalement. Ce que je constate qui est en train de bouger, c'est que ceux qui tenaient ce discours-là, mais sincèrement, tiennent un autre discours dont j'ai voulu porter un peu la parole, qui est le discours, maintenant ça suffit. Oui, bien sûr, la situation économique n'est pas bonne, mais là ils crèvent. Oui, bien sûr, si on hiérarchise, faites attention, chez nous, il ne faudrait pas oublier ceux qui... Mais non, on ne les oublie pas. Mais on peut ne pas oublier ceux qui souffrent ici, et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas un meurtre de masse. C'est tout. Voilà, alors, on nous dira, il faut penser aux causes. Et bon, on pense aux causes aussi. Bien entendu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire de la solidarité, d'accueillir, etc. Il y a aussi une réflexion politique et militaire sur la guerre en cours, bien entendu. Enfin, on peut être à la fois convaincu de la nécessité de mettre à bas l'État islamique et puis le régime syrien, et en même temps ouvrir les portes et les cœurs pour accueillir les victimes. Accueillir les victimes, on a envie de... Reprenons un titre d'il y a bientôt un peu plus de 200 ans même, c'était 1813, publié en Angleterre, de l'Allemagne, par Madame de Staël. Et là, l'historien que vous êtes doit être sensible à un authentique, non pas devoir de mémoire, ça ne veut rien dire, mais travail de mémoire accompli. On assiste à une sorte de catharsis post-Shoah là-bas. Oui, et je suis très impressionné, mais ça fait quand même... quelques décennies que, d'une certaine façon, c'était cette Shoah et le rejet de cette histoire était devenu consubstantiel du régime. C'est dans la Constitution, de fait. Donc, la conviction d'une culpabilité collective est évidemment au cœur du comportement de l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais en même temps, ils pouvaient faire autre chose. Hein. Ils pouvaient faire autre chose. Alors on peut trouver... Parce que l'Allemagne aurait fermé ses portes. On aurait trouvé aussi toute une série de grilles d'explications. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est ce qu'en histoire on appelle l'irréductibilité de l'événement. C'est-à-dire que vous me dites qu'il y a un événement qui s'est déroulé, ok, je vous donne toutes les explications que vous voulez. Vous me dites qu'il y a l'événement contraire qui s'est déroulé, je vous donne tout autant d'interprétations possibles. Donc il faut faire quand même attention. Mais bon, voilà, il est évident que c'est un pays qui est marqué par cette histoire, et ça joue. Ça joue. Et la France est dans un double guêpier, si j'ose dire. D'abord, ayant très longtemps, jusqu'au discours du Veldiv de Jacques Chirac en 1995, établi une sorte de distinction presque théologique gaulo-mitterrandienne entre Vichy et la République. On n'y est pour rien. Première victime, la République du système de Vichy. Donc il n'y a pas eu ce travail de mémoire. Et par ailleurs,
la France, ça peut aboutir à des retours de flammes mémorielles qu'on n'imagine pas, est une ancienne puissance, sinon coloniale, du moins mandataire en Syrie, a bombardé Damas plusieurs fois, et les bombes, même pour détruire Daesh, peuvent être ressenties sur place comme d'odieuses piqûres de rappel. Ouais. Ouais. Ben écoutez, ça sera, je ne sais pas comment ça sera perçu, je pense que ça sera surtout perçu par des gens qui connaissent absolument pas cette histoire et qui ne font pas le lien avec, le mandat. Ce que je pense simplement, c'est qu'on a des responsabilités à assumer, que globalement la France les assume, qu'en plus elle n'a pas trop les moyens de les assumer, mais elle le fait quand même, que, bon... En Afrique, pour l'instant, on a quand même évité l'équivalent de Rwanda, parce qu'entre le Mali et la Centrafrique, on peut toujours dire évidemment que la situation n'est pas idéale, j'en conviens bien, mais enfin bon, il y avait quand même des massacres de masse qui étaient en cours et qui allaient se multiplier. Bon, voilà, alors si en Syrie, on va nous parler du post-colonial, enfin, moi j'ai l'impression que pour l'instant, là, ce qui a posé problème pour une vraie intervention très tôt, c'est plus la politique américaine que la politique française, puisque, comme vous le savez, Obama a refusé la demande de François Hollande de bombarder quand on a su qu'il y avait l'utilisation d'armes chimiques. Néanmoins, n'y a-t-il pas une solution de troisième voie à trouver entre Ponce Pilate, inaction internationale, et George Bush, on fait du n'importe quoi au point de créer des chaos. J'espère qu'on va pouvoir trouver une solution intermédiaire, si vous voulez, parce qu'effectivement, moi, je me reconnais tout à fait dans la position qu'avait Chirac à l'époque. Donc, je suis convaincu qu'il faut mener enfin, faut avoir un sens de responsabilité dans la guerre et la diplomatie. Mais je ne suis pas un pacifiste bellan, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et donc, s'il faut la guerre, il y a la guerre. Quels que soient nos désaccords, Denis Péchanski, sur le traitement de la source, du point A, là d'où partent ces gens-là, comme on dit, c'est-à-dire ces réfugiés, ces déplacés, nous sommes tous d'accord pour les accueillir vers le point B, vers lequel ils se dirigent, c'est-à-dire l'Europe. L'Europe, et là, la France a une responsabilité particulière. La France, ce sont les valeurs héritées de la Révolution française, héritées de la résistance. Puis après, en relais, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, si on veut véritablement porter encore ce message universaliste qui est au cœur même de notre identité nationale, on doit être moteur dans l'accueil des réfugiés politiques, sinon ça serait une démission morale. Denis Péchanski, merci.